Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du samedi. Cette semaine, on parle de comment shorter les marchés. C'est-à-dire que là, actuellement, beaucoup sont en train de se faire piéger parce ils se sont dit, bon voilà, crise du corona, il faut vendre à découvert pour jouer les vagues de baisse sur les indices boursiers ou sur les actions. Et au final, on est dans un rebond historique qui est en train de laminer toutes les personnes qui souhaitaient se mettre à la spéculation sans savoir spéculer. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement comment timer les cycles sur le SP500 pour savoir quand est-ce qu'il faut se mettre à shorter soit les indices, soit les actions. Et vous verrez que c'est extrêmement simple, extrêmement clair quand on sait quoi regarder et où regarder. On va aussi parler tout simplement du Bitcoin. Je vais vous parler d'une opportunité qui se présente en ce moment même. Je vous en avais déjà parlé au cours du mois de février, mais là on a le signal. Toutes les planètes sont alignées. Moi personnellement, j'en ai mis dans mon portefeuille, dans celui qui représente le gros de mon patrimoine. Donc, suivez bien cette vidéo, vous allez probablement apprendre des choses qui devraient vous servir de manière pratique au cours des prochaines semaines et des prochains mois en cette situation de crise Corona. C'est parti! Allez, petit point rapide sur une opportunité dont je vous avais parlé, donc c'était au mois de février 2020, vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube. C'est les minières, tout simplement. Les minières, donc sur l'or, sont en situation d'inversement de cycle. Donc c'est un cycle à très long terme qui s'est inversé. On était dans un marché baissier, on a consolidé dans cette large base. Donc ici, vous avez l'ETF RING qui permet d'investir sur ce secteur. Il y en a plein d'autres, il y a des trackers même à effet de levier. Quoi qu'il en soit, vous la voyez, cette large base, on a les fluctuations, là on a une grosse fluctuation, une fluctuation bien plus faible, et là on a commencé à ranger autour de cette résistance, donc il y a un gros support. Et quand on était au mois de février, on était, donc là c'est une unité de temps mensuelle, si vous ne l'avez pas vu, au mois de février je vous disais, si on casse ici cette zone de pivot, on aura une zone de prise de position intéressante pour pouvoir surfer un nouveau cycle de hausse sur les minières. Donc au mois de février, on a simplement pénétré, on est revenu dedans. Au mois de mars, on a eu la crise Corona et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Ce mois-ci, mois d'avril, on est en train de valider, donc il nous reste quoi? Quelques jours avant de valider ce signal mensuel. Donc là, c'est quelque chose, voilà, je tenais à vous le mettre en avant, c'est un petit peu mon rôle. À chaque fois dans une année qu'on a une classe d'actifs qui présente un signal d'achat à moyen long terme, eh bien je vous le présente en live. Donc là, actuellement, sur les minières, on a quelque chose qui se prépare. Moi personnellement, j'en ai mis un petit peu en fond de portefeuille, j'en ai mis, ça doit être 3% de mon portefeuille, de mon gros portefeuille passif. Je vais vous montrer ça un petit peu en hebdomadaire, que vous vous rendiez compte de ce qui s'est passé. Donc, c'était ici, cette semaine-là, là, en février, je vous avais dit, là, on commence à avoir un signal d'achat intéressant. Si en mensuel, on clôture au-dessus, ça va faire quelque chose de sympa. On a eu la crise Corona, boum, tout de suite ça a été réinversé, donc ça a été un choc de volatilité à court terme qui était très vite corrigé. Là à nouveau en hebdomadaire on a clôturé au-dessus la semaine dernière du pivot et là cette semaine on valide et très probablement je veux dire la fin du mois d'avril elle est pour jeudi soir. Il y a de fortes probabilités pour que jeudi soir on reste au-dessus de cette zone là et qu'on ait notre fameux signal mensuel bien d'un nouveau cycle de hausse sur les minières. Donc vous faites ce que vous voulez, vous achetez pas. En tout cas, d'un point de vue purement technique, on est sur un signal d'achat. L'or vient de s'engager depuis quelques trimestres dans un puissant bull market qui devrait durer plusieurs trimestres. Donc les planètes sont en train de s'aligner pour tout ce qui touche à l'or. Ça devrait briller au cours des prochains trimestres. Allez, petit point rapide sur le Bitcoin. Donc cette semaine ici, on est toujours, là on est en train de tenter de casser le petit pivot de ce point d'inflexion là en double creux. Donc si à la fin de la semaine, on venait à être au-dessus et qu'on validait la semaine d'après l'évolution au-dessus, on devrait se diriger assez rapidement vers le haut de nos triangles et cette zone de résistance. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, depuis le milieu du mois de mars, on est sur un support et on est dans une séquence de rebond au sein d'un triangle chartiste, donc rien de neuf à l'horizon, le scénario est en train de se mettre en place et à plus long terme, je vous ai tracé les flèches avec le scénario le plus probable. Donc voilà, rien de neuf à l'horizon sur le Bitcoin.
Allez, juste avant d'attaquer la stratégie que je vais vous recommander pour shorter les marchés, si un nouveau bear market, un nouveau marché baissier se mettait en place au cours des prochains mois, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur le portefeuille anti-crise planétaire. Donc le portefeuille anti-crise planétaire, c'est un portefeuille passif qui est basé sur l'approche de Harry Browne. Donc cette gamme de portefeuilles passifs, il y en a deux qui sont construits sur les mêmes fondamentaux. On a celui de Ray Dalio qui est le All Weather et on a celui de Harry Browne. Donc pour petit rappel, hein, ce portefeuille, voilà, l'évolution de ce portefeuille depuis 1972, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec celui des marchés financiers. C'est un portefeuille qui évolue à la hausse de manière très régulière avec très peu de drawdown. Et ce portefeuille anti-crise planétaire, hein, qui est basé sur le Permanent Portfolio de Harry Browne, il permet, quand on l'utilise de manière très spécifique, de se créer un bunker anti-atomique pour éviter, eh bien vous le savez, hein, toutes les problématiques de défaillance des dettes étatiques, de ponction de type loi Sapin 2 sur les fonds monétaires des assurances vie, d'un hold-up en mode chypriote sur nos comptes bancaires. Hein. Il y a plus de, je crois que c'est 1500 milliards de cash que les Français ont investi, hein, c'est de l'épargne, hein, entre le livret A et les fonds monétaires d'assurance vie. Donc tout cet argent, toutes les personnes qui sont un peu fortunées, ils le font sortir d'Europe, et toutes celles qui ne sont pas, tous les investisseurs qui ne sont pas au fait de ces risques, tout simplement ils comprennent pas trop ce qui risque de leur arriver si un signe noir se matérialisait de ce point de vue-là. Donc tout simplement la meilleure façon d'organiser son patrimoine, c'est de mettre en place ce fameux bunker anti-crise. Et voilà, l'évolution depuis 2005 de ce bunker anti-crise, il a été d'une stabilité hors du commun. Vous le voyez, la crise de 2008 des subprimes, il s'est rien passé. On a eu au pire moment, le pire mois, une baisse de moins 12%. Et donc ce qui s'est passé dans l'actualité, hein, c'est là où je voulais en venir, c'est que ces deux portefeuilles permanents, il y en a un qui est très représenté dans les médias par Ray Dalio, puisque Ray Dalio est l'un des plus riches investisseurs de ce monde, et il y a eu un choc de volatilité pendant, ça a dû durer 2-3 semaines, et son portefeuille, il a fait comme ça, il a fait une chute gigantesque de l'ordre de moins 15%. Et là, tout le monde s'est dit, voilà, Ray Dalio s'est trompé, c'est la fin de Ray Dalio, etc., etc. Donc, voilà, tout le monde s'est mis à lui tirer dessus. Forcément, son portefeuille, il baisse quasiment jamais. Quand une fois tous les 15 ans, on a ce fameux drawdown de l'ordre de moins 12%, moins 15%, là, il y a tout le monde qui se met à lui tirer dessus. Je voulais simplement faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis. Donc, voilà, ça, c'est le portefeuille passif anti-crise. Donc là où tout le monde s'est mis à tirer sur Ray Dalio et sur le portefeuille anti-crise, c'est cette séquence-là qui a duré 2-3 semaines. On voyait que le portefeuille, il a eu un choc de volatilité gigantesque, hein, il est passé de 17% à 5%, donc voilà, de l'ordre de moins 12, moins 13% en l'espace de quelques séances. Et là, tout le monde s'est mis à flipper. Et c'est là où j'ai expliqué, d'ailleurs dans une des vidéos du samedi, je vous ai dit, c'était à ce niveau-là, c'est vraiment on est dans une séquence de choc de volatilité, c'est très intéressant de mettre en place ce portefeuille maintenant ou de renforcer. Et dans l'école, c'était carrément ici, j'ai expliqué dans l'école, les portefeuilles passifs que l'on utilise, on a une chance incroyable, comme il en arrive qu'une fois tous les 15 ans, de se renforcer massivement sur ces portefeuilles. Donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce qui s'était passé depuis. Le portefeuille anti-crise est sur des nouveaux plus hauts historiques. Je vous mets au défi de me trouver ne serait-ce qu'un seul portefeuille qui en 2021 est sur un plus haut historique et fait de la performance. C'est simple, il y en existe aucun. Ce portefeuille, il doit être à peu près à plus 7% de performance depuis le début de l'année. Même les portefeuilles les plus défensifs qui existent, il n'y en a pas un je ne connais pas un investisseur avec des approches défensives qui sont positives cette année.
Donc voilà, je voulais un petit peu rétablir hein, certaines choses, certaines réalités que ces portefeuilles-là, ces portefeuilles passifs, hein, ces deux modèles de portefeuilles passifs, moi je les ai transformés, hein, je les ai amenés sur des problématiques qui concernent les investisseurs individuels et c'est pour cela que tout simplement je vous ai mis en lien et en descriptif de cette vidéo le lien du portefeuille anticrise planétaire si vous voulez comprendre un petit peu comment il se met en place et je vous ai mis aussi le lien du portefeuille bon père de famille qui est basé sur les mêmes fondamentaux mais qui permet de faire encore plus de performance pour encore moins de volatilité quand on se met à avoir une gestion un petit peu plus dynamique, c'est-à-dire mensuelle de cette approche. Donc si vous voulez en savoir un peu plus hein, sur ces portefeuilles qui juste sont incroyables, je veux dire, le contexte de marché, et on ne pouvait pas rêver à avoir une meilleure approche dans un contexte de marché comme celui-ci, et pendant tous les marchés baissiers, ces portefeuilles... Voilà, ils subissent pas les marchés baissiers. Donc, si vous voulez vous intéresser à la bourse et que vous n'avez pas envie d'apprendre à spéculer sur les actions et que vous n'avez pas envie de subir les montagnes russes en investissant sur un tracker, voilà, orientez-vous vers ce type de portefeuille et compte tenu des risques actuels de l'économie, vraiment créez ce portefeuille dans un cadre de type bunker, donc dans un cadre anti-crise, pas en investissant du fonds monétaire ou dans du livret A où il y a une forte probabilité que si ça déraille, que la crise Corona déraille en crise monétaire, l'ensemble de l'Europe se fasse ponctionner eh bien, ces petites économies. Alors, avant de vous expliquer un petit peu à quel moment il faut s'embarquer pour de la vente à découvert, hein, donc c'est-à-dire jouer une vague de baisse sur un marché, et notamment on va timer ça hein, sur le SP500. Je fais un petit point rapide sur la situation du SP500 aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle, hein, vous le voyez, cette barre, c'est la barre mensuelle du mois d'avril. On a effectué un puissant rebond, on arrive en plein milieu de la bande de Bollinger en mensuel, qui constitue une zone de résistance, hein, la deuxième zone de résistance étant la bande de Bollinger supérieure en mensuel, et bien entendu, hein, si on va regarder ça sur de l'hebdomadaire, hop, je vous le mets en mille, et bien c'est la zone de résistance où il y a le gap ici, intermédiaire, et ensuite ici, il y a un deuxième gap ici qui correspond au dernier plus haut historique. Donc d'un point de vue purement probabilité sur du mensuel, on respecte strictement hein, les zones chartistes d'analyse technique hein, de support à résistance, à savoir là, on a une résistance qu'on est en train d'attaquer là en ce moment, et la deuxième résistance est sur les plus hauts historiques. Donc rien nous dit hein, qu'on ira attaquer les plus hauts historiques à court terme. En tout cas voilà, là, cette semaine, vous la voyez ici, on a stoppé net, on est en train simplement de consolider, mais très probablement la semaine prochaine ou les 2 prochaines semaines, on ira bien jouer dans cette zone dure avant de pouvoir enfin reconsolider et voir où tout cela nous mène. En tout cas, je vous le repasse en mensuel. Mais en mensuel, hein, on est toujours dans cette zone, dans cet énorme range. Et je vous rappelle aussi hein, que pour qu'un marché haussier se retourne, il faut qu'on aille casser le range, tout comme ça a été le cas hein, pour les années 2000. On a cassé la bande de Bollinger mensuelle inférieure, on a cassé ce range, on est venu rebondir ici pour tester la zone qui était une zone de support qui est devenue résistance. Pareil pour l'année 2000, on est venu casser ce range, hein, ce beau support ici qu'on avait, qui avait été testé à nombreuses reprises. On est venu rebondir dans la zone et ensuite on est reparti par le bas, et c'est à ce moment-là qu'on a cassé en mensuel la bande de Bollinger inférieure. Donc vous voyez, le premier signal de cassure ne coïncide pas forcément avec la bande de Bollinger mensuelle inférieure. En tout cas, la bande de Bollinger mensuelle inférieure, quand on la casse en mensuel, c'est un excellent signe de top départ de bull market. Donc ça, c'est une première chose, hein, donc de bear market. Hein. Donc ça, c'est la chose qui, voilà, vous devez garder ça à l'esprit. On n'y est pas encore en bear market, en tout cas dans ce gros bear market que tous les collapsologues annoncent sur les différents médias. Je veux dire, il y a 100% des économistes, des analystes financiers qui vous disent qu'on est dans la pire récession, dépression de toute l'histoire de l'homme. Je veux bien l'entendre, hein, moi aussi, hein, je me dis mais comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de ce bourbier là mais sur les graphiques, pour le moment, on n'a pas cette inversion de la tendance sur le gros bull qu'on a démarré en 2009. Et ça, c'est un fait. Je veux dire, on peut pas le nier. On est là actuellement, on est sur la zone des 2800 points. On n'est pas sur la zone des 800 points. Donc le fait est
qu'on n'a toujours pas inversé la tendance de ce cycle haussier séculaire à long terme. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc tous ceux qui sont en train de s'exciter pour faire de la vente à découvert, je vais vous donner une recommandation, donc vous en faites ce que vous en voulez, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne dans l'école pour shorter les marchés. Depuis que l'école existe, on n'a pas eu l'occasion encore de lancer les screeners de vente à découvert et d'aller sélectionner des opportunités, puisqu'on a toujours été embarqué entre soit un bull, soit un range, un bull, et là un range très volatile depuis quelques années. Donc, le but de la vente à découvert, c'est quand même de capter les vagues baissières des marchés baissiers. Donc je vais vous donner les exemples de la structuration d'un cycle baissier sur le bear market des années 2001 à 2003 et celui de la crise des subprimes. Donc la première séquence, c'est la séquence où on comprend, où on réalise qu'on entre dans un marché baissier. Donc ça, vous l'avez compris, on casse un support en mensuel, on casse la bande de Bollinger mensuelle. Donc là, ici, en février 2001, on prend conscience qu'on passe en bear market. Donc là, c'est la première vague de décharge. Ensuite, une fois que cette première vague de décharge, elle est passée, il y a un premier rebond. Donc ce premier rebond, il a eu lieu ici. On est venu chercher l'ancien support qui est devenu résistance. Eh bien, c'est à ce moment-là, pendant le mois de mai et pendant le mois de juin, que l'on va commencer à lancer nos screeners et que sur nos screeners, on va enfin trouver des opportunités baissières, notamment quand on short les marchés, on va essayer d'aller trouver des opportunités sur les blue chips ou sur les larges capitalisations parce que ce sont les rares actions qui vont nous apporter de la liquidité pendant un marché baissier. Les marchés baissiers, s'il y a de tels décalages à la baisse, c'est parce qu'il y a très peu de liquidité dans les carnets d'ordre. Donc, de ce fait, il est vraiment, quand vous décidez de shorter un marché, d'aller utiliser des actifs qui sont liquides pour que vous puissiez être exécuté à l'achat et à la vente à la vente à découvert et au rachat de vos positions sur vos shorts. Donc, une fois que ce rebond s'épuise sur la zone de résistance, nous on n'est pas là en fait pour timer le marché, on est simplement là pour comprendre que la première vague de baisse est celle qui annonce le marché baissier. La deuxième vague, c'est celle qui digère la première. La troisième vague et la cinquième vague sont censées être les plus puissantes. Pour ceux qui connaissent un petit peu Elliott, cette théorie est censée nous mettre en avant que les espérances de gain sont les plus importantes sur les troisième et cinquième vagues. Donc la troisième vague, c'est celle-ci, c'est celle qui part vers le bas, je vous l'ai mis en rouge, et c'est celle qui, quand on va passer de la vague verte à la vague rouge, va nous permettre de trouver des opportunités sur nos screeners baissiers en vente à découvert et de surfer cette vague-là. Ensuite, quand on a un nouveau rebond, à nouveau, les opportunités là sur nos screeners vont commencer à se révéler. C'est-à-dire que là, quand ça chute, il y a de moins en moins d'opportunités sur nos screeners puisque les opportunités sont déjà passées. Elles étaient ici. Quand on rebondit sur les indices à nouveau, donc quand ça consolide à nouveau sur nos screeners, on va avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter, qui vont retenir notre attention. Quand ça va casser par le bas, eh bien là, d'après nos plans de trade, on va pouvoir enfin prendre des positions. Et là, à nouveau, une vague de baisse que l'on va tenter de surfer. Et c'est comme ça que ça marche. En marché baissier, on a typiquement, on a deux vagues à prendre. La première vague en noir et on ne peut pas la prendre, c'est celle qui nous annonce qu'on change de cycle. La deuxième vague qui est en rouge ici, c'est celle qui nous dit ok, on peut enfin lancer les screeners, on va voir si ça se retourne, si ça casse par le bas, on va avoir des opportunités qui seront effectives sur nos screeners. Et les deux seules vagues que l'on peut vraiment saisir quand on fait du swing trade de tendance baissière, ça va être les deux vagues en rouge que je vous ai mises. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on rentre dans un marché baissier qu'il y a des opportunités baissières tout le temps. On a deux belles vagues à profiter. Donc ça, c'était l'exemple du marché baissier suite à l'éclatement de la bulle des techno en 2000. Donc c'était un marché baissier rampant qui était long, qui était très très long. Et enfin, on va regarder celui de la crise de subprime qui était beaucoup plus rapide, lui. Donc même système, on a ce beau support en mensuel, il est cassé. On rebondit, on vient chercher la résistance et là, boum,
on casse ici pendant le mois de juin 2008, on casse la bande de Bollinger inférieure. On se rend compte que dans ce cycle-là, on a la vague 1 qui était annonciatrice du potentiel retournement de marché. La vague 2, on commence à lancer nos screeners. La vague 3 qui valide tout, qui valide la séquence de retournement de marché et le fait qu'on doive lancer, que nos screeners nous présentent des opportunités intéressantes. Donc on a cette vague-là qui débute et qui, elle, va être très intéressante pour tout simplement pouvoir surfer des vagues baissières. Donc hop, elle se réalise. Ici, on a à nouveau une petite consolidation qui va durer très peu de temps, qui va durer 2 mois. Là aussi, sur nos screeners, on a des nouvelles opportunités sur les grosses capitalisations boursières qui sont retournées. Et hop, on a une nouvelle vague baissière qui est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez, là, sur le marché baissier de 2008, on a eu une grosse vague qui était très intense, qui était celle qu'il ne fallait pas louper, et une deuxième vague qui était beaucoup moins intense et qui nous permettait en fait voilà, de prendre des positions, des nouvelles positions à 2 reprises, voire 3 ici sur juillet et août 2008. Donc vous voyez que c'est un petit peu, il faut comprendre le rythme des marchés. Je veux dire, sur le marché des cryptos, on va pas regarder des unités de temps en mensuel pour prendre des vagues. L'unité de temps mensuel va simplement nous permettre de comprendre les gros cycles, mais après on va descendre beaucoup plus bas sur les unités de temps pour aller saisir des opportunités. Et bien sur les cycles des matières premières, ça va être carrément non pas sur des unités de temps mensuelles, mais sur des unités de temps trimestrielles. Donc en fonction de la classe d'actifs que l'on décide d'exploiter en spéculation, il faut vraiment comprendre sur quelle unité temporelle les cycles se mettent en place. Donc là, typiquement sur les indices boursiers et sur le SP500 qui reste la référence pour appréhender les cycles boursiers, eh bien c'est l'unité de temps mensuelle. Donc voilà, est-ce que là actuellement vous jugez, alors hop, vous jugez qu'on a une vague de baisse là à saisir? Eh bien pour le moment non. Je veux dire, là on a eu au mieux du mieux, là on a eu une vague 1. Là, on aurait donc une vague 2 et si elle se retourne vers le bas et qu'elle casse notre support mensuel long terme, là, on aurait la validation que tout simplement, on rentre dans un bear market. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Et le scénario le plus probable, c'est simplement que là, si on passe en bear market, c'est que là, on casse le support et qu'ensuite, on ait la première vague ici qui va nous permettre de rebond, qui va nous permettre de prendre nos shorts et ensuite la vague ici, hop, donc je vais vous faire ça comme ça. Allez, ce sera plus simple. Dans la théorie des cycles et dans la façon dont les cycles eh bien s'organisent, les 2 vagues de baisse pour shorter les marchés, elles sont beaucoup plus basses. Et les 2 vagues de rebond au sein de ces marchés baissiers pour lancer nos screeners, aller saisir les opportunités, elles sont ici, c'est en rouge. Là, ici, la vague 1, on casse le support en mensuel. La vague 2, on rebondit vers le support qui est devenu résistance. On lance nos screeners. La vague 3 ici, on surfe la vague de baisse sur toutes les opportunités des blue chips qu'on a trouvées. La vague 4, on rebondit dans ce cycle. On lance nos screeners, on surveille jour après jour. Quand cette vague de rebond s'inverse à nouveau, on a une nouvelle vague de baisse à saisir sur du swing daily ou du swing hebdo pour aller tout simplement surfer la tendance du cycle baissier. Donc bien entendu, après on peut, quand on est un petit peu plus expérimenté, là si on a cette vague de rebond, là, celle qui a lieu en cours et qu'on commence à lancer nos screeners, et qu'on voit qu'il y a plein d'opportunités baissières magnifiques sur les blue chips, on pourra bien entendu aller jouer cette vague initiale. Mais dans la théorie des cycles, là où les vraies opportunités se font, là où il y a vraiment une prise d'état de conscience que c'est la fin du monde sur les marchés financiers, c'est quand on est vraiment en train de dévisser, qu'il n'y a plus aucune liquidité sur l'ensemble des places boursières et que dès qu'il y a des gestionnaires de portefeuille ou des individuels qui vendent, eh bien ça précipite la chute et c'est là où on a des tendances baissières qui sont d'une amplitude extrême. Donc, si ça devait arriver, on a encore un petit peu le temps de voir venir en fonction de la force de la chute du marché. Ça peut se faire en quelques mois
ou en quelques trimestres. Hein. On a vu vraiment deux marchés baissiers complètement différents ici. Hein. En 2000-2003, c'était un marché baissier rampant sur plusieurs trimestres, alors qu'en 2008, ça s'est fait sur quelques mois parce que le marché baissier a été d'une violence extrême. Donc là, on ne sait pas encore dans quelle proportion ça devrait se développer, même si on a quand même une idée, si ça part en marché baissier, vu la violence à laquelle et la vitesse à laquelle tout ce marché haussier séculaire s'est retourné. Ça devrait être une crise qui serait plus proche de celle de 2008 que de l'implosion de la bulle des technos. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, tout ça n'existe pas, tout ça c'est de la fantaisie, même si, encore une fois, hein, d'un point de vue purement fondamental, on a du mal à voir un scénario différent, mais encore une fois, quand tout le monde regarde dans un sens, c'est qu'en général c'est le deuxième scénario qui se met en place, et là, pour le moment, à très court terme, hein, on arrive simplement, je vous le rappelle, en hebdomadaire, dans une zone de résistance qui devrait causer un point dur à très court terme. Donc petit rappel avant de nous quitter, je vous ai mis en lien les 3 vidéos du portefeuille Bon Père de Famille pour que vous compreniez un petit peu la construction de ce portefeuille. Hein. Donc vidéo 1 ici, vidéo 2 ici, vidéo 3 là. Et je vous ai mis aussi la page qui explique comment le portefeuille anticrise planétaire se construit et comment tout simplement se créer son propre bunker anticrise au cas où on partirait dans un marché baissier au cours des prochains trimestres et au cas où ça partirait vraiment dans tous les sens, hein, tout simplement, en termes de crise monétaire avec des ponctions à n'en plus finir en Europe et notamment en France. Donc protéger votre économie ne signifie pas rogner sur les performances comme on l'a vu dans cette vidéo. Ces deux portefeuilles, ces deux approches sont les rares qui sont sur des performances positives et sur des nouveaux plus hauts historiques en 2020 alors même qu'on est en plein cœur de la crise coronavirus.